Salut tout le monde, ravi comme à chaque fois d'accueillir un nouvel invité et en plus c'est pas n'importe qui, on l'appelle un peu, et moi je peux le dire, peut-être une grande légende de YouTube, Frank Ropers. Je suis ravi, je suis très heureux de t'avoir avec moi sur ce podcast-là, merci d'avoir accepté l'invitation. Je voulais te présenter, dire un petit peu tout ce que tu avais fait, champion de France à 14 ans, 6 titres de champion du monde dont 2 récemment, tu vas nous en parler plus en détail, mais je préfère en fait que tu te présentes, que tu nous dises ce que tu fais, ce que tu as fait et ce que tu vas encore faire. Bonjour déjà, merci Alexandre pour l'invitation, c'est un grand plaisir de partager un peu ces parcours. Pourquoi c'est un plaisir pour moi avant que je me présente? Parce que la vie est faite d'échanges et on ne peut pas se construire sans des rencontres, sans des échanges. Et on oublie parfois qu'on dit j'ai réussi tout seul, et en fait c'est pas vraiment vrai quand on creuse. Alors justement, je vais en parler. Donc je suis Franck Ropers, j'ai 62 ans, j'ai 3 enfants, 3 filles, 35, 31 et 18. Et je suis marié depuis peu de temps, mais ça fait 30 ans que je suis avec la même femme. Au niveau de mon parcours, très rapidement, je suis un gars de la rue, comme on dit. À 6 ans, j'ai traîné dans la rue, donc des bêtises, forcément. Mais aussi l'apprentissage, comme il est toujours de la vie, parce que là, tu peux pas tricher. Et j'ai eu la chance, donc je tournais, on va dire, pas vraiment mal, mais beaucoup de bagarres, beaucoup de conflits, mais aussi beaucoup de belles rencontres. Dans la rue, il n'y a pas que du mauvais. Et à 14 ans, j'ai eu la chance de rentrer à l'INSEP. Alors, j'y suis rentré, on en parlera sûrement après. Quand je vais le raconter, ça fait un peu film, mais c'est vraiment la vérité. Comme j'étais d'une famille où il n'y avait pas d'argent, pour rentrer à l'INSEP, ça a été compliqué. Donc, j'ai fait un choix qui n'est pas courant, mais on en parlera. On parlera du mentoring, notamment. J'ai fait un choix qui n'est pas courant parce que j'avais pas le choix. Donc, j'ai pris celui qui se présentait et qui, pour moi, était le plus simple et le plus rapide. Donc, 14 ans que je suis rentré à l'INSEP. Particularité, j'étais pas ce qu'on appelle pensionnaire. Donc, j'allais à l'école dans la journée et le soir, j'allais à l'INSEP. Donc, je rentrais explosé dans le bus vers 11h, 11h30. J'essayais de réviser, c'était compliqué, voilà. Donc, j'avais des bonnes journées et puis, j'ai décroché des titres départementaux, régionaux, nationaux. Et après, je me suis mis, pour une raison qu'on évoquera après, dans les arts martiaux. Dans les sports de combat dans un premier temps, boxe anglaise, boxe thaï, boxe française. Ensuite, les arts martiaux. Alors, plusieurs arts martiaux, mais je me suis spécialisé en 1984 dans le Pencak Silat, un art martial indonésien. Et peu de temps après, j'ai découvert une passion pour la self-défense. Mais la self-défense dans le sens holistique. Ça veut dire la gestion de conflit, l'avant-combat, le pendant-combat et l'après-combat. Donc vraiment une vision globale, pas que combat, pas que technique. Et là, j'ai commencé à m'intéresser forcément, même si j'avais commencé déjà à la PNL, la sophrologie, l'auto-hypnose, le training autogène, plein de stratégies qui permettaient d'être plus fort mentalement. Parce que j'avais vite compris que techniquement, physiquement, on est tous bons. Par contre, mentalement, c'est là qu'on peut faire la différence. À l'époque, c'était pas courant. Quand j'ai commencé à dire, et on va voir, on en parlera, comment j'ai commencé la sophrologie, ça fait rire tout le monde, parce que encore c'était pas commun. Quand t'as pas d'argent, tu peux pas te payer des cours de sophrologie. Surtout qu'à l'époque, c'était pas courant. C'était pas banalisé comme maintenant. Et après, je suis tombé dans le monde de la nuit en parallèle, monde de boîte de nuit. J'ai fait de la protection rapprochée. Alors, on dit pas garde du corps en France, on dit agent de protection rapprochée. Le terme légal, c'est ça, voilà. On dit pas bodyguard. Et puis après, j'ai évolué. J'ai commencé à monter mon académie. Une fois qu'on a pratiqué, on a envie de partager normalement. Donc c'est comme à l'école, c'est les cycles de la vie. On nous apprend des choses et après normalement on essaie d'apprendre aux autres, à ses enfants, dans un premier temps, puis des fois à plus de personnes. Donc on tombe dans l'enseignement. Ça m'a beaucoup plu. J'ai formé des professeurs, j'ai moi-même passé mes grades et puis j'ai continué à me former dans beaucoup de domaines, le yoga, le qigong, la sophrologie, l'hypnose, enfin voilà. Et puis à ce jour, je me suis plus orienté sur la motivation dans l'entrepreneuriat. J'ai quitté un peu le sport de haut niveau parce qu'en fait, le sport de haut niveau et quand on parle de performance et l'entrepreneuriat, c'est les mêmes fondamentaux. D'ailleurs, les deux formations que j'ai suivies sur ce qu'on appelle la performance pour dirigeants et athlètes de haut niveau, c'est quasi identique sur les fondamentaux. Après, il y a juste des spécificités qui font que, mais les règles sont les mêmes. Les sentiments qu'on appelle de motivation sont les mêmes. Et puis, j'évolue aussi dans le monde de la self-défense, notamment. Je travaille beaucoup depuis 15 ans sur les violences faites aux femmes. J'anime régulièrement des stages, je fais des conférences, j'interviens dans les écoles, je le fais bénévolement. J'essaie d'aider les gens à comprendre comment éviter la violence, quels sont les mécanismes de violence, comment les comprendre déjà. Quand on comprend quelque chose, quand on diagnostique, on trouve plus facilement une solution. Et moi qui viens de la rue, la violence, je la connais, donc je peux en parler.
il y a de la théorie et de l'empirisme. Et ça m'aide beaucoup parce que les jeunes, ils aiment bien ça. Quand on raconte les petites histoires, ils aiment bien. Et le but, c'est pas de les faire rêver, c'est leur montrer que ça peut être très grave, quoi. Et que c'est pas un jeu de se battre. Quand on voit un peu à travers les médias ce qui peut arriver, c'est loin d'être un jeu. Et je m'investis beaucoup sur la santé. Voilà, pour finir, depuis 6 ans, je suis en lien avec des médecins, notamment de médecine préventive et anti-âge. On appelle médecine fonctionnelle, qui sont des gens qui sont pas dans j'ai un problème, je me soigne, mais je fais tout pour ne pas tomber malade. Donc, ils sont dans la prévention. Donc, encore une fois, ça me convient puisque c'est mon cas dans la self-défense. Et je me suis spécialisé. Donc, je suis des cours, je me forme régulièrement. Et j'étais content. Je vais être prétentieux, mais un gars comme moi qui vient de la rue, qui a pas fait d'études. Moi, j'ai qu'un bac. J'ai pas fait d'études. Mes parents étaient ouvriers. Et quand tu arrives à faire une conférence pour des médecins, où tu es le seul qui est pas médecin et tu parles à des médecins, tu dis ça va quoi, c'est pas trop mal quoi. Tu te dis voilà quoi, je suis arrivé là où je devais arriver et j'étais content parce que le gars qui m'a invité était médecin bien évidemment, mais il m'a dit te rends compte que là t'as parlé qu'à des médecins. J'ai dit ouais c'est fou, j'ai pu échanger avec des gens pour qui c'est le métier. Alors bien sûr je suis loin d'être médecin mais on parlait d'hormologie, enfin de choses spécifiques et on croisait la théorie et l'empirisme. Donc voilà, donc je suis quelqu'un qui est un peu touche à tout parce que je suis curieux. Et j'aime apprendre, voilà. J'aime apprendre et 2-3 heures par jour, je me forme sur divers sujets. Ouais, tous les jours. Samedi, dimanche compris. Voilà. Voilà un peu ce que je fais, qui je suis. Énorme. Énorme, une riche présentation. Il y a tellement de choses que j'ai envie de te poser après tout ça et c'était pas prévu entre guillemets dans le sens où tu sais que je prépare un petit peu mes entretiens. J'avais des questions et j'ai envie de t'en poser encore plus, mais on va essayer de rester dans l'ordre. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire et à transmettre et ça se ressent. Tu as une énergie assez incroyable. Moi, c'est comme ça que je t'ai découvert aussi au travers certaines vidéos sur YouTube, mais aussi dans l'interview avec David Laroche notamment. Et c'est pour ça que j'avais envie de t'avoir vraiment dans ce podcast, les premières fois dans l'entrepreneuriat, pour que tu puisses nous donner beaucoup de ton énergie, de comment t'en étais arrivé à tout ça. On va parler de ta première fois notamment, où c'est la première fois où tu as eu cette prise de conscience, cette première prise de conscience quand tu es entré à l'INSEP. Si tu peux nous en parler, nous dire ce que c'est l'INSEP aussi pour les personnes qui nous écoutent, qui savent pas trop à quoi, ce que ça représente principalement, et nous raconter un petit peu d'où vient cette fougue, cette envie de toujours apprendre et de transmettre et d'aller, j'ai envie de dire, évoluer et d'avoir de nouveaux résultats. En fait, c'est très simple. La belle histoire, c'est que comment je suis arrivé à l'INSEP, parce que ce qui est intéressant, c'est pas ce qu'on est devenu, mais c'est comment on a fait pour y arriver. Parce que je dis souvent, ce qu'on est devenu, c'est pas le plus intéressant, mais d'où tu viens et où tu es. C'est tout ce que tu as fait entre les deux, parce que les gens peuvent peut-être, comme moi j'ai fait, utiliser. Parce que moi, j'ai pas honte de dire que dans ma vie, je n'ai fait que copier ceux qui réussissaient. Voilà, j'ai pas honte. Le mentoring est un de mes meilleurs outils. Pourquoi faire un parcours qui a déjà été sillonné par quelqu'un qui est meilleur que moi? Après, je le personnalise. Donc, comment je suis rentré à l'INSEP? Très simple. Quand j'étais dans la rue, ça va vous faire rire parce que le côté fédérateur et entrepreneur était déjà là à 9 ans, 10 ans, mais je m'en rendais pas compte. Mes parents étant très, très, on va dire pauvres, pas exagéré, pour eux, rien n'était accessible. Donc, ils étaient en usine, tous les deux, ils galéraient, une vie vraiment modeste en HLM, une vie de merde, faut le dire, vulgairement parlant, quoi. Ils se plaignaient tous les jours et ils me disaient, de toute façon, tu seras comme nous, puisque c'est tout tracé, les ouvriers restent ouvriers. Alors ça passait pas. Et je me suis dit, le seul moyen de m'en sortir, c'est trouver un outil dans la vie, la musique, le dessin, n'importe quoi, mais pas en usine. Alors, à l'école, j'étais moyen. J'étais pas excellent, j'étais moyen, voilà. Je me suis dit, intellectuellement, c'est pas là où je vais faire la différence. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve. Et un jour, je cours en bas de la cité. Alors, c'était la cité vers Belleville, Ménilmontant. Au lieu de se battre, ce jour-là, on courait. Et puis, je me rends compte que je cours plus vite que tout le monde. Mais largement plus vite que tout le monde. Et alors, j'avais 2 ans de moins à peu près. Et puis, il y avait un garçon qui est devenu footballeur professionnel, d'ailleurs, qui courait assez vite. Il me dit, mais putain, tu cours vite, tu te rends compte, je suis entraîné, moi. Tu cours plus vite que moi. Alors par contre, j'étais pas endurant, j'étais que rapide. Alors lui était endurant. Il me dit, tous les deux, on peut monter un truc. On fait, au lieu de se battre, on se mesure avec tous les mecs des cités à la course. Et là, on a commencé à chauffer tous les mecs autour. Et puis, je voyais, je gagnais tout le temps. Et je dis à mon père, tu sais, je gagne tout le temps quand je cours. Il dit, ouais, mais courir, c'est pas un vrai métier. Va à l'usine, tu verras, passe un CAP et tout. Je dis, non, moi, je vais pas faire comme ça. Donc, j'étais petit, j'avais 9-10 ans. J'ai un peu plus jeune même, je crois. Et un jour, voilà, le déclic. Il y avait un chantier à côté
Et sur le chantier, il y avait du ferraillage et il y avait c'est important ce que je dis parce que c'est comme ça que je me suis construit pour tout. Il y avait un espèce ça faisait comme un tremplin en fait. Ils étaient en train de faire des fondations et il y avait un truc surélevé qui permettait de prendre appui en courant et de sauter très loin. Et il y avait du sable. Et là, je commençais à dire qui saute le plus loin ici. On était une trentaine de gamins. Et comme je courais très vite, je me suis rendu compte que j'avais une détente de dingue, mais je leur mettais plus d'un mètre dans la tête, quoi. Et là, j'ai dit, mais c'est mieux qu'à la course, je suis encore plus fort. C'est là que j'ai découvert le saut en longueur. Et ce que j'ai fait, c'est là que je suis devenu champion départemental régional de saut en longueur très rapidement. Et là, je me suis rendu compte, mon père me voyait, du haut de la HLM, il me voyait. Mais il me dit, c'est incroyable. Puis là, il s'est rendu compte. Il m'a dit, tu peux pas rester comme ça, on va aller au stade. Il m'emmène au stade et à l'époque, on n'avait pas de sous, donc on prenait le PC. C'est le bus qui fait le tour de Paris pour aller à Vincennes. Sauf que le problème, c'est que j'avais pas de carte pour aller dans le club, j'avais pas de licence, on n'avait pas de sous. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauté par-dessus la grille. Et il dit à mon père, tu sautes. Et j'ai été sur le stade, mais bien sûr, je me suis fait virer. Bah oui, j'avais pas de licence. Donc c'est pas comme maintenant, avant c'était plus strict, les gardiens ils rigolaient pas. Hein. Donc j'avais la chance, il y avait un sautoir en haut, un sautoir en bas. Le sautoir en haut c'était pour les pauvres, ceux qui y allaient jamais, le sautoir en bas c'était pour les licenciés. Et qu'est-ce que je faisais? Bah très simple, je me mettais en haut et je regardais ce que faisaient les gars qui étaient en bas. Et je reproduisais à la lettre. Ils faisaient des multibons, je faisais pareil, et je regardais qui était le meilleur, et je copiais sur le meilleur. Du coup, c'était un peu des cours en ligne, quoi, à distance. J'y viens, les cours en ligne. Et je lui dis, mais en fait, pourquoi je prends un entraîneur? Puisque suffit que je pompe sur ce qu'il fait, c'est bien. Alors, mon père, lui, me disait, ouais, il a fait ça et tout. Et puis, un jour, bah, c'était un dimanche, le stade était libre, et j'ai commencé à courir et à sauter. Et je me suis fait repérer par un monsieur, qui a dit à mon père, c'est votre fils. Il me dit, votre fils, c'est un monstre. Il a des qualités hors normes. Il est tout petit, il est tout maigre, parce que je suis né prématuré, moi. Donc, j'étais petit, maigre. Il m'a dit, il a une puissance de dingue, une détente de fou. Je veux le voir au club la semaine prochaine. Donc, je suis allé dans un club, ça s'appelait la FAC à l'époque, c'était à Porte de Pantin, au stade Jules Ladoumègue, et il me fait courir, et je bats tous les mecs qui étaient en club depuis des années. Là, ils me disent, gamin, l'année prochaine, les champions de Paris. Et ben, ça s'est passé comme ça. L'année d'après, champion de Paris. En un an, j'ai été champion de Paris régional et j'ai été au championnat de France. Voilà, j'ai fait un titre. Et après, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rentré en club au Stade Français, là où il y avait Guy Drut à l'époque, le ministre des Sports. Et là, pareil, là, j'ai pris une petite volée parce que j'étais pas dans les meilleurs. Donc là, ça a commencé à se tendre pour moi parce que j'étais avec des plus grands, c'était plus dur. Donc là, j'ai commencé à avoir la rage qui s'est développée et comprendre que bah, il n'y a pas de secret. Répétition, discipline, fermer sa bouche, écouter ses entraîneurs, le mental, ne jamais lâcher. Quand on perd, bah, c'est encore une fois, ça fait partie de la réussite. Bah, j'ai compris tout ça déjà à 14 ans. Et un jour, j'ai eu un titre et là, j'ai été repéré et on m'a dit, hop, INSEP direct. Et là, je suis tombé dans la cour des grands et là, c'était vraiment le paradis pour moi. Quoi. Le paradis parce que tu es pris en charge de A à Z et seuls les meilleurs réussissent. Et ce côté sélectif, c'est bizarre, hein, ça fait un peu dur à entendre, mais ce côté, vous êtes 50, il en restera 7. Ah, ça, c'est un truc qui, même encore maintenant, je suis comme ça. Ça m'a fait kiffer parce que je me dis, mon gars, t'as pas le droit à l'erreur. Donc, quand les autres dormaient, bah, je m'entraînais. Chez moi, je m'entraînais avec un sac à dos, avec des bouquins, des trucs que je récupérais pour faire des squats. Voilà, je m'entraînais encore plus que les autres. Comme disait Mike Tyson, pendant que toi tu dors, lui, il s'entraîne. Bah, c'est un peu ça. Et donc, en motivation, pour faire court, j'avais mis une affiche avec le stade des Jeux Olympiques et j'avais dit que j'irais là-bas. Donc j'avais compris le pouvoir de la visualisation sans connaître un peu ce que c'était. J'avais compris tout ça déjà, mais je pouvais pas l'expliquer, quoi. Voilà, donc ça a été mon parcours à l'INSEP. Puis je suis resté, puis après, je sais pas si j'en parle, hein, j'ai une blessure grave au niveau des lombaires lors d'un triple saut. Et à l'INSEP, quand t'es mineur, ils prennent pas de risques. Maintenant, ils prennent un peu plus de risques. Ils m'ont viré. Mais ils m'ont viré comme un chien. Ils me sont retrouvés dehors, sans explication. Juste l'entraîneur m'a dit, c'est fini pour toi, t'as vu le médecin, on peut plus te garder. Ils me sont retrouvés comme un idiot, donc il y a une barrière à l'INSEP. Et quand on franchit la barrière, j'avais 15 ans à peine, et qu'on dit, bah, c'est fini, ton rêve, il s'écroule. Là, c'est un peu compliqué. T'as pas de soutien psychologique, c'est un peu compliqué. Mais bon, 5 jours après environ, j'ai dit, OK, je vais me soigner et je vais trouver un autre sport. C'est ce que j'ai fait. Alors qu'on m'avait dit que c'est fini le sport pour moi, quoi. Et là, ça n'a pas été fini, quoi. Ça a été pire. Donc voilà, quoi. Donc voilà l'histoire. Puis après, j'ai commencé sport de combat et j'ai jamais été à très haut niveau au sport de combat parce que c'est pas ce qui me faisait kiffer, quoi.
On va y venir et c'est hyper intéressant tout ce que tu dis. Et c'est comme je te l'ai dit en intro, il y a tellement de choses sur lesquelles on pourrait rebondir et s'attarder. Bon, il y a cette blessure finalement que tu as au lombaire qui va être, je pense, plus un bien qu'un mal, entre guillemets, un Tout à mal fait, pour un bien, comme on dit, dans le sens où derrière, ça va te permettre de développer d'autres caractéristiques, tout à d'autres fait. capacités, notamment dans le sport, où à chaque fois, tu relâches. Tu lâches jamais rien, en fait. Tu es quelqu'un qui n'abandonne jamais. Mais je voudrais quand même revenir sur cette première fois où tu dis que tu étais un peu conditionné. Et on est souvent conditionné par nos parents. Si on a des parents, justement, qui sont, je sais pas, qui n'aiment pas la lecture, qui n'aiment pas le sport, qui sont dans une spirale, entre guillemets, d'ouvriers notamment, bah, on va y rester. Donc forcément, les chiens ne font pas les chats, c'est ce qu'on dit. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné justement cette rage? Parce que tu parles de cette rage que tu as développée à 14 ans. Tiens, il y a ceux qui se font mieux que moi, bah, j'ai envie de les surpasser, les dépasser. Je pensais que j'étais le meilleur, mais finalement, il y a toujours un cran au-dessus. Qu'est-ce qui te donne cette rage-là? Puisque justement, dans ton environnement autour de toi, tu parles de HLM, tu parles de classe, donc d'argent aussi que tes parents gagnent par mois qui est pas astronomique. Qu'est-ce qui te donne envie de? Aujourd'hui, il y a les réseaux, il y a les canaux, on voit Instagram. Je peux parler par exemple des vendeurs de trompettes qui disent beaucoup de conneries, mais tu as aussi beaucoup de personnes qui gagnent beaucoup d'argent. Donc on peut s'identifier et se dire, ces personnes-là, elles gagnent beaucoup d'argent. Mais toi, dans ton environnement, il y avait personne. Qu'est-ce qui t'a donné cette rage Bah, en aujourd'hui? fait, ce qui s'est passé, c'est que à 10 ans, j'étais en capacité déjà, j'étais pas mûr, hein, j'étais un gamin, j'étais pas plus mûr que les autres, j'étais pas le meilleur, non. Mais simplement, à 10 ans, à un moment donné, j'étais capable le soir de réfléchir en me disant, voilà, il n'y a pas 50 solutions, ou je vais finir voyou, comme beaucoup, il y en a qui sont morts, même des copains à moi, ou je vais finir en prison, ça va avec souvent, ou je vais finir comme une loque alcoolique et droguée, comme beaucoup d'alcooliques que je connaissais, ou comme mes parents en usine. Et ça, j'ai dit, c'est pas possible. Donc, ce que je faisais, ah là, vous allez rigoler, bien sûr, hein, c'est que j'allais à la bibliothèque municipale, parce que c'était gratuit. J'avais ma petite carte et j'allais lire les livres de ceux qui ont réussi. Alors, j'ai vu qu'il y avait des sportifs, des musiciens, des chanteurs. On parlait pas de dev perso à l'époque, on parlait pas de tout ça. Mais c'était ouais, chanteurs, musiciens, acteurs. Donc acteur, ça m'intéressait, ça. Je disais, c'est pas mal ça. Mais bon, je n'avais pas de talent. Mais quand j'ai vu que je courais plus vite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à acheter des livres sur comment courir plus vite, la musculation pour les sprinteurs. Alors, c'est des petits bouquins très grossiers, très ridicules. C'est là que j'ai commencé à m'entraîner avec aux élastiques avec un monsieur qui s'appelait Marcel Ouay, comment devenir musclé en 60 jours. Donc, j'ai acheté des extenseurs à l'époque. Et à mon père, écoute, alors, comment je payais mes extenseurs? Je faisais des courses, j'organisais des courses. J'avais 10 ans, hein, et je gagnais de l'argent. On mettait des Hmm. pièces. Et je cumulais. D'accord. J'avais monté un business, en fait, où le premier gagnait tant, j'avais regardé comment il faisait. Alors, c'était genre 100 francs, hein, 2 francs pour le gagnant, un franc pour le deuxième, 50 centimes pour le troisième. Mais comme je gagnais tout le temps, je ramassais vite 10, 15 balles, hein, tous les soirs, hein. Donc, je m'achetais des extenseurs, je m'achetais des trucs. Voilà, j'ai commencé à monter mon business comme ça. Et je gagnais, oui, presque 100% des courses. Puis après, Tu j'organisais. étais déjà dans l'entrepreneuriat, en fait. Ouais, je fédérais. Pour moi, c'était plus fédéré. J'étais un peu le chef de bande. Et comme j'étais pas plus fort à la bagarre, Hmm. j'avais trouvé ça pour me faire respecter. Donc, du coup, j'étais un peu le caïd, celui qui courait vite. Alors, après, ça s'étendait, hein. J'allais courir avec les mecs qui étaient à Hmm. midi de mon temps. Après, je descendais à Jourdain. Puis, j'allais de plus en plus loin. Je rencontrais les plus forts. Et moi, j'étais déjà bon, quoi. Et là, je kiffais. Ça me faisait chier de rentrer à la maison. L'école, ça me passionnait pas, mais je travaillais bien, hein. Je foutais pas le bazar, je travaillais, mais je me suis dit, il faut un peu d'études pour pouvoir parler aux gens. Je m'étais dit ça. Bon, pour pas être trop bête, mais je lui dis, je pense que c'est pas là que je vais percer. Mais par contre, je me suis dit, mais si je compte plus vite, je vais devenir professionnel, je vais être respecté, je vais connaître des gens, voilà, je m'étais fait un film. Et comme ça a fonctionné, et, voilà, quoi, c'était très basique, hein. Mais j'avais compris que, en Hmm. organisant, des mini-championnats. J'avais même fait les Jeux Olympiques des cités au moment. Ouais, j'avais préparé des trucs du lancement de pavés à la place des poids. Enfin, j'organisais, puis j'aimais ça, hein. Et je t'ai rentré une anecdote qui est très rigolote. D'ailleurs, j'ai reproduit le même schéma à l'âge de 21 ans. Parce que je vais dire c'est moyen, parce que on va dire, j'ai esquivé la légalité, mais j'ai pas mis en danger les gens, mais Ouais. j'ai un peu triché pour arriver à mes fins. Mais c'est vrai que les schémas, je les ai Ouais, enfin, reproduits toute ma vie. J'ai toujours, comme dit ma femme, tu as toujours été, comme tu dis, tu rentres pas par la porte, tu rentres par la cheminée, mais tu vas rentrer. Je sais que tu vas rentrer, mais je sais pas comment. Voilà, donc tu vois, c'était un jeu pour moi, mais c'était pas que pour l'argent, c'était pour me payer du matériel. Toi, j'allais pas boire d'alcool, non, que du sport. hmm. Investissement, investissement.
Que du sport et pour Voilà. évoluer et pour toujours apprendre. Parce que là, tu dis qu'aujourd'hui, tu Ouais. consacres 2 à 3 heures par jour pour apprendre, ce qui est assez fou. Et on voit les gens qui, justement, en parlent beaucoup dans les podcasts, sur YouTube, dans des tutos où les gens disent, tiens, lisez, faites ci, faites ça. Toi, quelque part, tu étais déjà un peu Ouais. précurseur autour de ça. Je pense que tu connais l'auteur Napoléon Hill, Non. que moi j'adore et dont je suis très très fan, qui était vraiment un pionnier dans le développement personnel, alors que en 1937, quand son livre Réfléchissez, devenez riche est sorti, c'était pas un succès tout de suite, c'est plus un succès dans les années 2000 quelque part. C'était déjà du développement personnel, il parlait déjà du pouvoir de visualisation. Toi aussi, tu en parlais. Comment t'expliques ça, qu'on puisse avoir un petit peu ces pensées-là avant tout le monde, alors que maintenant, bah, c'est même plus un effet de mode. Aujourd'hui, c'est dans la vie, je pense, de tout le monde, de tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, de toutes celles et ceux qui veulent grandir et avoir des objectifs incroyables. Comment t'expliques justement qu'on ait ces méthodes-là qui parfois sont déjà enseignées, mais nous, on y pense, et du coup, on y pense comme une personne qui y pensait il y a 50 ans. C'est pour ça que je te parlais de Napoléon Hill. Toi, justement aussi, tu vas nous parler tout à l'heure de la semaine de 4 heures. Tu sais pourquoi je fais référence à ce livre-là. Tu avais déjà des idées avant, et puis il y a quelqu'un qui arrive et qui sort un livre, et tu dis, mais mince, j'avais déjà envie de faire ça, envie de parler de cette projection-là. Comment t'expliques un petit peu ça, que parfois les grands esprits et grands esprits, quelque part, se rencontrent toujours quand on parle de performance et quand on parle de résultats incroyables? Bah, tu sais, je pense que l'humain est fait d'une telle manière où les gens qui produisent des choses nouvelles ou parfois qui améliorent certaines choses, ça part de quoi? Ça part d'une idée. Ils y associent une émotion et ils agissent. Et moi, j'ai toujours associé une émotion et une idée, mais la plupart des gens restent au niveau de l'idée. Et les gens comme nous, les entrepreneurs que je rencontre, les gens qui réussissent dans quel que soit le domaine, alors quand on se sent bien réussir, c'est pas gagner de l'argent forcément, c'est réussir sa vie. C'est le succès de sa vie, c'est se dire à 70 ans, bah en fait, bah voilà, j'ai bien vécu, j'ai fait ce que j'avais à faire, voilà. Bon, en fait, c'est ça, c'est que la plupart des gens, 90% des gens environ, s'arrêtent à l'idée, j'aimerais bien faire ça, on entend ça tous les jours, mais n'associe pas une émotion hyper positive, quelque chose de puissant. Et moi, j'ai le feu. Tu vois, encore à mon âge, j'ai le même feu qu'à mes 13 ans. Donc forcément, quand j'ai une idée, ma femme me dit, ça y est, elle est encore partie dans un délire. On n'arrête plus, ça y est, j'ai mis l'émotion, je kiffe. Et hop, c'est parti. Donc forcément, j'arrive à un résultat. Alors je ne dis pas que j'y arrive toujours, mais j'arrive toujours à un résultat. Et toi, encore ce matin, ça y est, j'ai une idée. J'ai dit à mes collaborateurs, j'ai une idée. Il me dit, ça y est, je vois que tu penses qu'à ça. Ah ben, je dis, ça y est. Donc, j'étais acheté trois bouquins pour voir ce qui se faisait sur le marché. J'ai été regardé sur Internet et moi, j'ai commencé à écrire les grandes lignes. Tu vois, c'est parti pendant 2 heures. Et voilà, c'est vrai, c'est plus fort que moi. Et ma femme me dit, mais t'es comme ça pour tout. Alors, j'ai des moments de relâche, hein, mais il est rare que je passe une semaine sans que j'ai une idée créative. Parce que si j'associe pas l'émotion, je vais pas au bout. Hein. Il faut que je kiffe. Mais tu sais, voilà, puis dans le business, tu connais la règle des 3 cercles qui chevauchent. Hein. Cette règle, bah, je l'ai appliquée dans ma vie. Je vois bien, quand j'avais que 2 cercles, ça marchait pas. Hein. Donc, en fait, je pense que les gens comme nous, je pense que j'en fais partie, on n'est pas les meilleurs, mais on aime tellement la vie, on aime tellement progresser, on aime tellement apprendre, qu'en fait, on associe toujours cette émotion à cette idée. Donc, cette idée, bah, elle devient la vérité. Comme dit Arnold Schwarzenegger, hein. Quand je pensais, je visualisais, ça se produisait. Oui, parce que il avait une idée, c'est pas magique, c'est qu'il associait une telle puissance, un tel feu, personne l'arrête. Eh ben, on a vu son parcours. Hein. Et qui écoute Stallone, c'est pareil. Les mecs, ils croient tellement en eux, ils croient tellement en ce qu'ils font, l'émotion, ils associent. Et moi, je le vois sur tous ceux que j'ai coachés. J'ai coaché des gens assez connus quand même qui ont réussi dans la mode et autres. Et ils sont tous pareils. Ils disent tous la même chose à des niveaux différents, dans des domaines différents, mais ils ont le feu. Ils ont le feu. Ce que tu es en train de dire, c'est que l'émotion, en fait, elle déclenche l'action. C'est-à-dire que tu peux avoir une idée, tiens, j'aurais aimé me lancer dans l'entrepreneuriat, mais bon, on se met des excuses, on se met des barrières. Et si l'émotion, justement, est suffisamment forte, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est ça qui va déclencher le fait que tu vas y aller, que tu vas laisser aucune embûche et aucun dos d'âne t'empêcher justement de tracer ta route. Et première question, du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui nous écoute, qui se pose des questions, qui a envie de se lancer? Toi, justement, tu as ces automatismes quelque part. Tu vas aller chercher des livres, comme tu as dit ce matin, tu en as acheté 3, tu vas te renseigner sur Internet, tu vas aller à fond. Quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes automatismes et le même mécanisme que toi, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour justement déclencher cette émotion et du coup passer à l'action? Alors déjà, si elle est entrepreneur, qu'elle soit jeune ou pas,
c'est déjà appliquer cette théorie des 3 cercles. Et la plupart des gens que je coach ne remplissent pas les conditions. Alors je m'explique très simplement. Pour réussir dans un domaine, pour en vivre, sans être riche, mais en vivre, être heureux, s'épanouir et ne pas avoir un métier, mais une passion, et vivre de sa passion, c'est la première chose, être hyper compétent. Et là, l'erreur commune, c'est pas parce que tu es compétent à 30 ans que tu vas l'être à 60. Donc, tu vas devoir faire te former. Tu vas devoir faire des mesures correctives. Tu vas devoir parfois revoir ta copie, rencontrer des gens pour rester toujours le meilleur. Moi, je vois, j'ai pas honte de le dire, hein, mes théories d'il y a 30 ans ne sont plus celles de maintenant. Je rejette plein de choses qui étaient valables il y a 30 ans et qui sont plus valables maintenant. Ça a évolué. Donc, il faut te former en permanence pour donner le meilleur aux autres et que toi, tu puisses prendre du plaisir dans ce sentiment de progrès. Si tu n'as plus de sentiment de progrès, moi, quand je vais en entreprise, il y a 7 sentiments, l'engagement, le progrès, ainsi de suite. Il y a plein de sentiments, il y en a 7 de base. Si tu les remplis pas, tu marcheras pas. Bah, c'est pareil. Donc, cette compétence, elle doit être remise en cause en permanence. C'est là l'erreur commune. C'est qu'il y a des gens, ils ont 40, 50 ans, ça y est, ils vivent. Mais non, mais ils se sont rattrapés, doublés par les autres, ou alors, ils progressent plus. Donc, quelque part, pyramide de Maslow, bah, ils sont un peu en bas encore. Voilà, ils sont encore presque dans les besoins physiologiques et les besoins de sécurité, tu vois, qui sont dans les 2 cases du bas. Donc, ça peut pas aller. Donc, ça, c'est la première chose. La compétence, c'est pas celle qu'on a eue, c'est celle qu'on a actuellement. On s'en moque que tu sois compétent il y a 10 ans. Je vais te donner un exemple. Je vais pas critiquer, mais c'est du flagrant et c'est du vécu. Je suis suivi par des médecins anti-âge, fonctionnels, qui me font des prises de sang. Je suis un peu un rat de laboratoire. Ils testent sur moi comment je fonctionne, parce que mentalement, je suis un peu particulier et physiquement aussi. Donc, quand je vais en compétition, comme c'est violent, ce que je fais, ils testent avant, après. On a vu des choses, j'ai des ressentis, on croise tout ça. Donc, ces médecins-là, on s'entend super bien parce que moi, ce que je teste, c'est complètement en phase avec ce qu'ils voient, eux, en tant que scientifique, en tant que docteur. Et dernièrement, je devais faire un championnat et je dois me faire contrôler. Malheureusement, ces médecins étant en vacances, je voulais pas les ennuyer. Donc, j'étais voir un généraliste. Le généraliste, il me voit torse nu, il me fait « Wouah, vous avez quel âge ?» Il me dit « Monsieur, j'espère que vous ne prenez pas des produits. » Alors là, j'adore jouer avec ça. Alors, produit, c'est stéroïde, bien sûr. Et je lui dis « Bah non, je lui dis, moi, justement, je travaille contre, j'essaye de faire tout ce qu'il faut pour savoir qu'on peut réussir naturellement. » Il me dit « Attends, il y a un physique comme ça, c'est pas possible à votre âge. » Il me dit « Les bras que vous avez. » Du coup, il n'a pas pu mettre le tensiomètre autour de mon bras, parce que tu sais, quand pour les gens obèses ou costauds, il y a des diamètres différents. Lui, il avait diamètre pour quelqu'un de lambda. Il m'a dit, je peux pas prendre votre tension. Bah, j'ai dit, j'y peux rien, moi, prenez-la à la cheville. En général, on le prend à la cheville, parce que j'ai pas des mollets énormes. Alors, il me dit, ah bon? Bah, comment vous savez ça, vous? Bah, je sais, au bras, vous pourrez pas, votre truc, là, c'est pas bon. Elle me dit, bon, alors, il a pris à la cheville. Bon, il savait pas. Et c'est un gars qui avait 10 ans de moins que moi, 50 ans, je crois. Et là, tu vas rire. Le gars me dit, mais qu'est-ce que vous mangez pour être taillé comme ça? Bah, j'ai dit, je mange des brocolis, je mange des œufs, je mange de la viande, je mange pas trop. Et puis, on y arrive. Il me dit, les œufs, combien? Bah, j'ai dit 6 tous les matins. Il me dit, quoi? C'est 2 par semaine maximum. Ces études-là, elles ont 20 ans. C'est fini, ça donne pas de cholestérol, les œufs, c'est faux. On produit le cholestérol. Ces études-là ont 20 ans. Ça a été remis en cause il y a 15-20 ans. Le gars, il a pas changé. Il s'est pas formé. Et après, il me dit, vous prenez quoi aussi? Bah, des compléments alimentaires. Par exemple, des oméga 3, vitamine D, de la créatine. Il me dit, quoi? C'est de la drogue. La créatine, c'est pas de la drogue, il y en a dans la viande. Je lui dis, mais non, monsieur, la créatine, c'est un acide aminé. Et là, on commence à parler. Ah, il dit, vous me fatiguez. Il me fait le truc, il me dégage. Bah, voilà. Le gars, il a arrêté l'école il y a 20 ans, parce qu'il a dû avoir finir ses études à 30 ans. Il n'avait pas évolué. Et quand j'ai raconté ça au médecin qui me suit, il était plié. Il me dit, mais c'est quoi? Il me dit, il y en a plein. Parce que voilà, mais c'est dans tous les domaines, c'est un exemple. Après, le deuxième cercle, c'est le kiff. Le kiff, c'est ça, justement. C'est que moi, il y a des choses que je n'aime pas dans mon travail, notamment tout ce qui est administratif. Ça, pour moi, c'est une perte de temps. On a trop d'administratifs. Je pense que toi, en tant qu'entrepreneur, tu sais ce que c'est. Les médecins se plaignent, tous les libéraux se plaignent, tout le monde se plaint, tout le monde. Et on nous alourdit, pour moi, inutilement. Bon, c'est une chose. Eh ben, ça me saoule. Alors, il y a une partie qui est faite par ma comptable et par le cabinet, mais il y a une partie que je dois faire. Mais elle est minime par rapport au kiff que je prends à côté. Là, je suis heureux d'être avec toi et avec tous ceux qui vont nous suivre. Donc, si tu veux, c'est tellement minime. J'aime tellement ce que je fais. Par contre, si je n'aimais pas, ou moyennement,
bah, tous ces obstacles me feraient perdre la motivation. C'est pour ça que c'est important. Donc, le deuxième cercle, c'est kiffer. Moi, quand je me lève le matin, je kiffe. Quand je me couche, je kiffe. Toute la journée, je kiffe. C'est génial. Et donc, ça, c'est deux cercles. Mais malheureusement, il en reste un troisième. Et c'est là que j'ai parfois échoué. Mais c'était, je le savais, mais ça se confirmait avec ces trois cercles. C'est qu'il y ait un réel besoin, qu'il y ait un marché. Parce que si je suis docteur spécialiste en sexualité des mouches, il y a peu de chances que je fasse des podcasts avec beaucoup de monde derrière et que je fasse des livres, quoi. Je puisse écrire des livres. Donc, il faut, si on veut en vivre en tout cas, il faut qu'il y ait un réel besoin qu'on apporte de la valeur aux gens et qu'on les aide. Voilà. Et je pense que moi, dans ce que je fais, je remplis les trois cercles. Mais malheureusement, quand je vais parfois aider des entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, il y en a qui font ça que pour l'argent, grosse erreur, mais ils n'aiment pas ce qu'ils font. Il y en a qui évoluent pas. Ils disent, oh, bah, c'est bien, c'est confortable, je suis formé, j'ai mon diplôme et tout. Oui, mais non, c'est pas comme ça. Et puis, il y a ceux, malheureusement, qui sont dans une niche qui est trop réduite. Même en étant excellents, les pauvres, ils pourront pas percer. On le voit malheureusement. Et ils finiront à s'ennuyer à McDo, à vendre des burgers, quoi. Non, mais c'est un peu ça, quoi, les pauvres, hein. Alors qu'ils sont surdiplômés, mais malheureusement, les diplômes qu'ils ont ne permettent pas d'avoir un métier qui permet de vivre décemment. Voilà. Et c'est ça qui me tue, tout ce que tu viens de dire est hyper intéressant, enrichissant aussi sur ceux qui nous écoutent et surtout l'anecdote que tu as donnée avec le médecin qui s'est formé il y a 20 ans et qui n'a pas évolué, qui est resté justement sur ses acquis. Il était en train de montrer, et de toute façon, les gens qui nous écoutent, je pense, s'en rendent compte aussi que c'est en évoluant, c'est en cherchant pourquoi, c'est en cherchant à s'améliorer constamment que derrière, on va justement progresser. Et c'est un peu bateau, cette phrase toute faite, mais sortir de sa zone de confort, aller chercher l'élément différenciant, justement. Et ça montre vraiment que c'est comme ça qu'on va progresser. Comment t'expliques justement ce mec ou cette fille qui va rester caissière alors que derrière, elle a le diplôme, elle a plein de choses, ou alors chez McDo, tu prenais ces exemples-là. Encore une fois, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, c'est pas pour dénigrer ces gens-là. C'est juste comment t'expliques que le mec qui n'a pas forcément de diplôme, il a l'envie, il a la niaque qui va y arriver parce qu'il a envie d'apprendre. Et l'autre personne qui a justement ses diplômes, donc des connaissances, n'arrive pas à aller plus loin, n'arrive pas à aboutir, n'arrive pas à vraiment se dépasser et aller au-delà de ses attentes, de cette vision. Donc on parlait tout à l'heure du pouvoir de la visualisation. Est-ce que c'est uniquement lié à ça? Est-ce que c'est aussi lié à l'éducation beaucoup? Est-ce que c'est cette rage qui n'est pas cultivée chez ces gens-là? Est-ce qu'il y a vraiment des clés, des facteurs qui permettent de comprendre pourquoi certains y arrivent et d'autres restent à leur place? Alors, c'est compliqué parce que c'est multifactoriel. Alors, je m'explique. Je connais des gens, c'est pour ça que je respecte beaucoup les gens qui sont à McDo, les caissières, parce que je connais des gens qui sont épanouis en étant hôtesse de caisse et en étant à McDo. J'en connais. Mais j'en connais, par contre, qui sont pas épanouis parce qu'ils font des choses pour des raisons alimentaires. Donc, ils regardent leur montre pendant 8 heures. Quand est-ce que ça se termine? Vivement vendredi, que j'ai mon week-end. Ça, c'est moins normal. Donc, encore une fois, moi, j'ai connu des balayeurs à la mairie de Paris, qui étaient épanouis. Il dit, je suis le patron de mes trottoirs. Le gars était épanoui. Mais c'est génial. Mais là, qui reste comme il veut pas faire autre chose. Moi, je m'intéresse surtout à ceux qui ne sont pas épanouis. Et moi, ce que j'ai constaté, mais là, c'est mes raisonnements, j'ai pas forcément raison. D'ailleurs, j'ai jamais raison, hein, j'ai que mes raisons. C'est que, à un moment donné dans sa vie, il y a des cycles. Il se passe quelque chose. Moi, j'ai pas accepté cette souffrance de vivre une vie médiocre, intellectuellement, vivre une vie médiocre comme mes parents qui sont décédés, qui ont commencé médiocrement, qui ont fini médiocrement, et qui se sont plaints toute leur vie, qui ont été malheureux toute leur vie. Voilà, toute leur vie, ils ont été malheureux. C'est pas compliqué, hein. Ils achetaient pas ce qu'ils voulaient, ils partaient pas en vacances comme ils voulaient, ils comptaient, c'est compliqué, jamais au restaurant, enfin, c'est une catastrophe. Donc moi, j'ai refusé. Donc cette souffrance, elle m'a donné cette rage que j'ai encore. Elle ne m'a jamais quitté. C'est pour ça que je lâche jamais. Parce que ça y est, j'en ai fait une force. Alors, j'ai pas la haine contre le système. Je n'ai pas la haine. Donc, je critique pas moi. Mais j'ai une boule de feu en moi qui me propulse. Voilà. Mais je suis pas du tout coléreux. Je ne critique pas. Je ne suis pas jaloux. Je suis content pour la réussite des autres parce que je vais les voir, ces gens-là qui ont réussi. Ils vont m'aider. Ils vont me donner de l'énergie. Je suis content quand un mec réussit. Quand mes élèves me déplacent, j'en connais qui m'ont dépassé. Mais j'ai dit, c'est génial. Ouah, je suis content. Voilà, ça ne m'enlève rien, moi. Voilà. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est que quand même, quand tu as une souffrance que tu as vécue, ou tu crois avoir vécu, ou quelque chose qui te dérange, ou tu mets une émotion négative, qui va devenir positive, là, tu vas évoluer. Maintenant, si toute ta vie, tu as un environnement qui t'a mis des croyances limitantes dans la tête,
fais des études, fais plaisir à ton père, fais plaisir à ta mère en faisant ingénieur en, je sais pas, électromécanique. Et puis tu dis, bah ouais, en fait, t'es formaté, t'es mis dans une case, et si t'as une éducation derrière, ou t'as un environnement global qui ne te fait pas sortir de cette case, bah tu vas y rester. Moi, je coach des gens qui ont 50 ans, qui sont ingénieurs, qui ont des sacrés postes, ils s'ennuient depuis l'école. Mais ils m'ont dit, bah non, je suis coincé, j'ai voulu faire plaisir à mon père, tout le monde est ingénieur dans la famille, tout, et là, c'est médecin, ingénieur. Il y en a un qui m'a dit, tu vas quand même pas faire ça. Le mec, il fait du théâtre. Toute sa famille, c'est des gens, il y a des énarques, il y en a qui a fait Sciences Po. Lui, il va du théâtre. Oh là là, c'est le vilain canard, quoi. C'est un abruti, t'as pas réussi, tu te rends compte, au niveau social. Sauf qu'il a réussi, le mec. En plus, il réussit bien. Il gagne bien sa vie et il fait un truc qui lui plaît. Voilà. En fait, c'est ça. Et moi, quand on m'a dit, bah, ouvrier, toute ta vie ouvrier, je l'ai pas accepté parce que j'avais cette colère. Maintenant, si j'avais pas eu cette force de caractère, si j'avais voulu, c'est ce qu'on fait un peu avec nous, hein, au niveau étatique, on veut bien nous mettre dans les cases. Hein. Tu sais, quand j'entends des gens qui te disent encore, salarié, c'est un boulot sûr, entrepreneur, c'est pas sûr, à de nos jours, c'est plus vrai. Hein. Oui, avant, oui, il y a 50 ans, tu rentrais à l'usine à 18 ans ou dans une entreprise, tu sortais à 60 ans. Mes parents, ce qui s'est passé, mon oncle, ça s'est passé comme ça. Ils ont gravi les échelons. Avant, oui. Maintenant, t'es pas plus sûr de pas te faire virer quand t'es salarié que quand t'es... Même les fonctionnaires se font virer. Alors, entrepreneur, c'est pas plus dangereux. Moi, c'est ce que j'ai appris à mes filles, c'est pas plus risqué que d'être salarié. Pas du tout. Donc, si tu rentres dans des dogmes où on te met dans la tête toute la journée ça et que tu as pas cette curiosité ou ce truc, vous me faites chier, quoi. T'as pas ce. Après, c'est question de caractère aussi, hein. Bah, en fait, bah, tu vas rentrer dans le moule, hein. Moi, il y a des gens que je côtoie hein, qui commencent à me dire, Franck, je flippe. J'ai encore une année d'affaires d'études et je vais pas faire ce métier-là. Mais comment je vais le dire à mon père? Tiens, je vais vous raconter une anecdote. Elle me concerne. J'ai une de mes filles, Kelly, qui a 31 ans. Elle a 2 masters en psychologie. J'étais fier. Elle m'a dit, je vais faire psycho. J'étais fier. Elle a réussi. Ma grande, elle a fait un master à plus de 30 ans aussi. Capucine, très fière. Je lui ai dit, bravo les filles. Vous avez fait ce que moi, j'ai pas fait. Mais elles m'ont dit, avec les études et tout, j'ai dit, attention. Faut savoir faire du réseau. Va falloir savoir vous vendre. Va falloir aussi peut-être faire un truc qui vous plaît. La première, celle qui est très grande, qui fait community management, elle fait un master, maintenant elle fait du truc, elle s'éclate. Elle a changé de métier carrément, elle s'éclate. Pas de souci. Mais celle qui a 2 masters en psychologie, d'un seul coup, elle m'appelle en pleurs. Elle me dit, papa, ça va pas et tout. Papa, ça va pas. Bon, plusieurs fois. Je lui dis, mais qu'est-ce qui va pas? Et on se rencontre. Elle m'a dit, je n'osais pas te le dire. Je crois que je vais pas faire psychologue. Je me dis, ok. Bah, tu vas pas faire psychologue. Tu vas faire quoi? Elle me dit, je veux faire prof, instit. Bah, fais instit. T'es brillante. Tu vas réussir le concours. Elle me dit, mais tu vas pas me tuer. Tu m'as payé 5 ans d'études. Et je vais te dire que je fais pas ça. Mais je dis, je préfère te payer 20 ans d'études et que tu fasses un truc que tu sois malheureuse. Je lui dis, moi, je t'ai mis au monde pour que tu sois heureuse. Mais si à 40 ans, tu veux élever des chefs, par contre, je te préviendrai, la théorie des 3 cercles, hein. Si tu es chef, tu peux pas les vendre ou tu peux pas les élever et gagner de l'argent avec, pas question. Mais si tu peux en vivre, pourquoi pas? Et ben maintenant, elle fait ça. Et je lui dis, bah regarde, t'es heureuse? Elle me dit, ouais, ben voilà, affaire classée. Donc ça veut dire que même mes propres enfants, je leur ai dit, les filles, c'est pas que les diplômes, c'est pas que le statut social, c'est être heureux. Et là, heureuse en l'occurrence. Et tu vois, même moi, je l'ai appliqué avec ma fille. Elle avait peur de me dire, tu vas me tuer. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, je lui dis, vas-y, fonce, ma fille. Voilà. C'est beau, c'est un beau message de vie, mais c'est là à quel point on se rend compte l'éducation, la responsabilité en fait qu'on a. C'est aussi des phénomènes de société parce que à l'époque, il y a 50 ans, il y a 100 ans, on ne pouvait pas être comme on est maintenant. Tout à l'heure, on a parlé de Napoléon Hill, donc je pense qu'il y avait d'autres personnes qui étaient comme lui, qui étaient un peu déjà précurseurs, mais la tendance n'allait pas dans cette direction-là, à faire ce qu'on avait envie, à être heureux dans son travail, à être heureux avec son conjoint, avec sa conjointe. Les gens restaient parfois 50 Yes. ans, 60 ans mariés, et pourtant, ils n'étaient pas forcément heureux. Aujourd'hui, pareil, comme tu dis, ils gravissent les échelons dans une entreprise, mais est-ce qu'ils sont heureux dans leur travail? Non. Aujourd'hui, oui. Et le message que tu envoies, notamment avec tes filles, tes 3 filles, est magnifique. Et c'est là où on se dit, l'éducation a vraiment une importance capitale. Moi, je suis jeune père aujourd'hui de 2 familles. Ma fille a 2 ans, donc imagine que j'espère un peu comme toi qu'elle sera aussi heureuse, qu'elle fera en tout cas tout ce qu'elle a envie d'entreprendre. Et je lui mettrai jamais de barrière par rapport à ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est comment faire pour avoir notamment
les bases. L'éducation, forcément, on va transmettre ce qu'on a appris. Mais si ce qu'on a appris n'est pas bon, comment faire? On peut pas être aujourd'hui dans une école de l'éducation et dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut éduquer vos enfants. Mais comment tu peux aussi expliquer le fait que certaines vont naître avec des bonnes bases dès le départ parce que le père laisse un petit peu, ou la mère, l'enfant faire ce qu'il veut, et du coup, il sera heureux parce qu'il sera un peu libre et autonome dans ses choix, alors que d'autres seront, comme tu dis, moi, je veux que tu fasses médecin comme ton père, c'est générationnel, c'est comme ci, c'est comme ça. Est-ce que c'est comme ça et c'est de toute façon les rencontres que l'on va faire au fur et à mesure qui vont faire que, ah bah tiens, lui, il est différent, ça m'ouvre la voie sur ça. Est-ce qu'il faut laisser faire les choses? Est-ce qu'il faut au contraire se construire sa propre éducation dès l'enfance comme toi, tu as pu faire? C'est quoi ton avis par rapport à tout ça? Non, je pense que bon, je pense qu'il y a pas de règle, ça c'est clair, mais je pense que là, je suis d'accord avec toi, hein, sur l'éducation, parce que les premiers repères qu'on a normalement, c'est ses parents. Donc, je vais te donner un exemple. Moi, j'ai travaillé. Ce que je vais dire, c'est pas péjoratif et c'est pas généralisable, hein. Mais moi, je suis un gars de cité, donc je l'ai vu ça. J'ai donné des cours dans les quartiers difficiles, à Montreuil, en 93. Donc, j'ai eu des gamins difficiles, j'ai eu des gamins violents, j'ai eu des voyous, j'ai tout vu. Et ce que j'ai constaté, c'est que ils me disaient tous, en fait, le rapport qu'ils ont avec l'extérieur et avec les parents. Moi, j'ai toujours vu mes parents travailler. Donc j'ai dit, faut travailler pour gagner sa vie. Mes parents m'ont toujours appris à être bien élevé. Ils m'ont appris à pas voler, à pas insulter, à dire bonjour, des choses basiques. En fait, ils m'ont donné des bases. Voilà, comme le chat donne les bases au petit chaton, il ne faut pas griffer. On revient encore, on est les animaux sociaux, hein. Il y a des bases, et ça, c'est les parents. Par contre, quand tu as des parents qui sont absents, des parents qui sont alcooliques, comme j'ai vu, drogués, qui passent leur temps au café, qui travaillent jamais et qui disent, nous, ce qu'on veut, c'est vivre qu'avec des allocs, qu'avec des aides, qu'est-ce que tu peux attendre? L'enfant, il ne voit que ça. Et si en plus, il a un extérieur, comme j'ai vu, qui est pas du tout favorable, et la violence, et une façon de se faire respecter, la force, et que faut trafiquer, que tu gagnes plus d'argent à faire chouf qu'à travailler, évidemment que ça part sur une mauvaise base. Donc moi, je vais être honnête, j'ai vu des gamins de 0 à 16 ans qui étaient dans ce milieu. Et bizarrement, avec moi, c'était génial, quoi. Ils étaient adorables, je les tenais. Bon, j'étais le boss, hein. Je leur disais, c'est moi le chef ici, hein. Je leur faisais bien comprendre, hein, que j'étais le plus fort, parce que c'est important. Et ils me respectaient même encore maintenant, les grands frères, je les vois, maintenant ils ont 40 ans, les gars, ils me respectent, ils m'appellent Monsieur Franck, tonton, parce qu'ils savaient que j'ai fait du bien pour eux. Mais ces gamins-là, ils ont mal tourné, tous, parce que ils ne sont enfermés que dans ce système. Donc c'est pas de leur faute. Ils sont pris dans le système, donc ils ne connaissent que ça. Moi, je connais des gars qui ne sortent jamais de la cité. Ils ne sortent jamais de la cité. Ils ont aucun repère, on va dire, de base, quoi. Aucune éducation de base. Donc, c'est ce qu'on voit actuellement. Donc, si tu restes de 0 avec des parents inexistants, donc tu as que des repères qui sont pas les bons jusqu'à l'âge de 18-20 ans, si à cet âge-là, t'as pas les ressources, il y en a très peu pour aller voir ce qui se passe ailleurs et peut-être te dire, comme moi je l'ai fait, il y a peut-être des choses à faire, tu t'en sors pas. Faut que quelqu'un te tende la main. Et là, je suis un peu négatif, mais alors après, ce qui peut arriver, je l'ai vu, et c'est là que je vais répondre à ta question, c'est ce qu'on appelle des prises de conscience. C'est qu'à un certain âge, quand tu vois des potes qui sont en tôle, quand tu vois des potes qui meurent, quand tu vois des potes qui galèrent, et que tu dis peut-être qu'il y a un autre monde, et je l'ai vu ça, où des gamins te disent, monsieur Franck, toi, je les emmène en stage. Des fois, je les emmène, il y en a que j'ai emmené dans des endroits plutôt pas des palaces, mais des beaux hôtels. Je lui dis, mais ça te plairait pas cette vie-là? T'aimerais pas être comme le jeune, là? T'aimerais pas gagner de l'argent bien et te retrouver tranquille, dormir et gagner? Ah, il dit, ah ouais. Mais tu sais que c'est possible, hein. Je lui dis, moi, je viens de là. Et comme moi, j'ai un parcours pourri, c'est ce que je leur disais, tu sais, moi, je peux te le dire, ça. Parce que moi, d'où tu viens, je viens, moi. Je suis du même endroit. Donc, si je m'en suis sorti, tu peux t'en sortir. T'es pas plus con que la moyenne. Et il y en a qui s'en sortent. Il y a des mecs qui ont goûté à ça et qui me disent, ah, t'as raison, mais tu sais, tu reprends un peu d'études pour au moins lire et écrire correctement. Et puis après, tu te montes un petit business sur Internet, tu te débrouilles, tu fais du honnête, et ça va monter très vite si t'as faim. Par contre, faut que tu te coupes de ton monde, parce que c'est pas le bon monde, quoi. Et les mecs le font, moi j'en ai vu un qui est devenu chef d'entreprise. Ah, c'est beau, c'est bien. Après, c'est pas une généralité, si je comprends bien par rapport à ce que tu dis, mais qu'il y a quand même cette prise de conscience chez certains. Ouais. Et quand tu es enfermé dans cette éducation-là, c'est un peu... C'est très dur, très dur. Et par contre, il y a des gens, alors ne me demande pas pourquoi, je ne peux pas l'expliquer, je l'ai vécu. Une famille vraiment à problème, il y avait 7 garçons, une fille.
Vraiment, je vais pas rentrer dans le détail, que des délinquants. Une fille, la seule qui n'était pas délinquante, interdiction de sortir. Il lui servait la vis. Qu'est-ce qu'elle a fait? Un jour, elle avait 15 ans. C'était une de mes élèves. Une très très belle fille, elle aurait pu être mannequin, une grande fille. Elle était d'origine malienne, si je me souviens bien. Et c'était une malienne. Elle me dit, Franck, je veux être médecin. Et je lui dis, mais elle m'a dit, ça va être compliqué. Je lui dis, pourquoi tu veux être médecin? Elle dit, parce que je veux aider les autres et je veux être médecin, parce que c'est beau, médecin. Je dis, tu vas être médecin. Elle me dit quoi? Je dis, tu vas être médecin. Je vais en parler à ton père. Son père était pas très d'accord. Et puis j'ai discuté avec son père, avec les mots qu'il fallait. Puis son père, il m'aimait bien. Je lui dis, mais t'en as pas marre de voir tes gamins qui sont toujours en cabane, ils sont en garde à vue et tout. T'as une fille qui veut être médecin, elle pourra te soigner, elle pourra vous soigner, elle pourra aller peut-être où tu es, te soigner, elle va aider des gens et tout dans la cité, on a besoin de médecins. Il me dit, mais médecin, je lui dis, c'est comme mécanicien. Un médecin, c'est un mécanicien du corps. Un garçon peut être mécano pour une voiture, elle sera mécanicien du corps. Puis on a discuté. Il a dit, ok, par contre, pas question qu'elle fasse ça. Alors lui, ce qu'il voulait pas, c'est que elle a certains endroits pour étudier. Alors je lui disais, écoute, elle va étudier à la bibliothèque municipale à 20h elle ferme, et après elle va il y avait un café, c'était le café un peu du coin pour étudier parce qu'il y avait trop de bordel dans l'appartement. Ils étaient super nombreux, les mecs qui rentraient, elle pouvait pas étudier. Donc, comme il connaissait le monsieur qui tenait le café, elle allait au café, il savait où elle était surveillée, elle étudiait dans le café. Bibliothèque municipale jusqu'à 20h, 19h30, 20h, elle allait au café après. Quel mental? Eh ben, elle est médecin. C'est ouf. Je l'ai revu un jour, je lui dis alors, elle m'a dit, elle était interne à l'époque, et elle m'a dit, ça y est, je suis médecin l'année prochaine et tout. Et elle est médecin. Comme quoi, tout est possible. Mais ne me demande pas pourquoi elle était différente. Elle ne l'a jamais dit. Mais il y a eu quelque chose qui fait qu'elle a dit, je vais faire médecine. Et elle est médecin. Voilà, donc tout est possible. Tout est possible, malgré que tu viennes justement de cet environnement un petit peu délicat, un peu difficile. Elle est la preuve justement sociale que c'est possible. Et c'est cool et c'est bien de voir que c'est possible de sortir du lot. Et j'espère que ça donne de la force et de l'envie aux personnes qui nous écoutent de se dire que notre destin, on peut le prendre en main. Oui, il y a l'environnement, il y a le cercle familial qui peut être parfois très oppressant. Et moi, je lis beaucoup de livres et je recite encore une fois Napoléon Hill qui parle souvent d'environnement toxique. Et quand on en a un, il ne faut pas hésiter à s'en sortir. Là aussi, c'est pas pour être péjoratif sur certains domaines ou dire que les parents peuvent... Enfin, la famille, c'est très important. Moi, je suis très attaché aujourd'hui à la famille, mais c'est pas parce que tu as un parent aujourd'hui qui est dans ta vie et qui ne veut pas ton bien que tu dois pas tout faire pour le dégager. Bien au contraire, je suis assez radical là-dessus, mais ce que je veux faire comprendre, c'est que c'est hyper important, je pense, de choisir aussi le cercle. Tu parlais des cercles. Famille, amis, entrepreneurs, les gens avec qui on veut échanger. Je veux dire, si demain je dois faire une visio avec quelqu'un et je sais que ça va être compliqué d'échanger avec lui, il faut pas se forcer. Je pense qu'il faut pas se forcer, qu'il faut faire les choses qu'on aime, qu'il faut aller de l'avant et qu'il faut vraiment s'entourer de personnes qui nous font avancer, progresser et pas stagner et reculer. De toute façon, la phrase bateau, hein, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente au quotidien, elle est bien vraie. Si tu veux t'arrêter de boire et que tu vas au bistrot tous les soirs avec des alcoolos, tu ne pourras pas. Si tu vas dans une salle de sport avec des gars qui prennent que des protéines, avec qui tu t'entends bien, et en plus tu rencontres, si t'es un garçon, une belle fille, ou si t'es une fille, tu rencontres un beau mec qui lui mange sainement des brocolis, si tu quittes ce monde, tu vas arrêter de boire. Mais sinon tu ne pourras pas. Moi je suis honnête, hein, les gens toxiques, je peux les fréquenter un petit peu pour pouvoir les aider. Voilà. Mais par contre, je m'embête pas avec ces gens-là, quoi. Moi, j'ai écarté plein de gens qui te tirent vers le bas et ça sert à rien. Eux, tu leur rends pas service. Et puis toi, tu te rends pas service. C'est une perte de temps, perte d'énergie. Non, par contre, là-dessus, je m'embête pas. De moins en moins, d'ailleurs. On arrive bientôt à la fin de cet épisode, Franck, et je te remercierai jamais assez d'avoir accepté justement de participer. Il reste 15 minutes, ça va. Il reste 15 minutes. Allez, vas-y, on va continuer. Alors, justement, de participer à ce podcast avec moi et pour ta générosité aussi, parce que tu donnes beaucoup, tu partages beaucoup et moi, je le ressens et je pense pas être le seul. En tout cas, les auditrices et auditeurs qui nous écoutent, je pense, le ressentent aussi. Si tu devais tout recommencer de zéro, mais dans l'époque dans laquelle on est actuellement, c'est-à-dire avec tout ce qu'on a à disposition comme outils, que ce soit sur Internet, que ce soit le réseau qui est possible aujourd'hui d'avoir, tu commencerais par quoi? Si je voulais réussir dans l'entrepreneuriat? Ouais, de n'importe quel domaine, l'entrepreneuriat, peu importe l'activité, que ce soit aujourd'hui ce qui t'anime et ce qui fait que tu partages beaucoup à travers notamment YouTube et à travers aujourd'hui tes accompagnements.
Est-ce que tu referais la même chose, c'est-à-dire avec la même niaque et la même rage? Oui, j'imagine, mais pour les gens qui nous écoutent, c'est comprendre un petit peu les différents canaux que tu utiliserais et les outils de communication que tu utiliserais notamment. Voilà, c'est clair que je me formerais. Si j'étais à refaire, je me formerais de la même manière. Peut-être que je m'éparpillerais pas trop, parce que de nos jours, on est à l'époque, quand j'ai commencé YouTube et on était quand même moins performant. Maintenant, on est vraiment dans l'excellence, dans un monde compétitif. Donc, au lieu d'être un décathlonien, d'être bon moyen, voire très bon dans une discipline ou dans toute discipline, je viserais l'excellence dans une discipline. Et après, une fois que j'aurai atteint les objectifs d'excellence que je considère d'excellence, j'irai dans une autre. Et très important, là où j'ai pas été très bon dans ma carrière, maintenant je commence à être pas trop mauvais, c'est que j'étais pas très bien entouré. Parce que en fait, on a des métiers de nos jours où on peut pas être très bon partout. Moi, je suis un produit, je suis bon en copywriting, je suis pas bon en montage, je suis pas très bon en montage, donc j'ai un monteur, j'ai un cadreur. Hein. Je suis pas très bon non plus en marketing numérique. Je suis très bon en conférence, en qu'on appelle communication de proximité, ça c'est mon truc. Par contre, tout ce qui est très technique, j'ai 62 ans, donc ça va très vite. Et moi, j'embauche des jeunes, il n'y a pas photo, quoi. Ils sont dedans, quoi. Donc, pour les réseaux sociaux, notamment, moi, j'ai construit tout seul mes réseaux sociaux. Hein. Tout seul comme un grand. Hein. J'ai mis un pied, YouTube, j'ai appuyé, j'ai dit, bon, je vais aller sur YouTube. TikTok, je suis seul qui gère. Facebook, c'est moi qui gère tout seul. Insta aussi, personne gère. C'est moi qui gère. Ah ouais, c'est que moi. Okay. Les lives, j'ai fait tout seul, voilà. Et j'ai appris, mais je me rends bien compte de mes limites. Alors, pour d'autres choses, j'ai embauché des gens, mais si c'était à refaire, je prendrais un spécialiste dans chacun des domaines et moi, je me concentrerai que sur les produits. Le souci, c'est quand tu arrives à un certain âge et un certain niveau, c'est compliqué. Alors, c'est pas que tu deviens un vieux con, c'est que moi, j'aime que l'excellence. Et je mets la barre tellement haute que les gars, ils restent pas parce que je suis un compétiteur. Et le compétiteur du compétiteur, c'est qu'il veut le meilleur entraîneur, le meilleur préparateur mental. Et donc, moi, comme je mets la barre haute, ils me disent, t'es un dingue, tu nous fatigues. Je vais raconter une anecdote, si tu as le temps. Oui, vas-y, je t'en prie. Le gars, il a eu problème avec moi. Il a été en difficulté. Un jour, on devait faire un tournage. Et je travaille avec un monsieur qui s'appelle Romain, un de mes collaborateurs, qui fait le montage, qui est dans la communication, avec qui on bosse bien. Et puis, je lui dis, écoute, ça va être très compliqué de tourner dans la salle où on va, parce qu'il faut qu'on y aille à 21h. Par contre, on a toute la nuit pour tourner. Il me dit, quoi? On avait fait une journée de boulot avant. Je dis, on va pas dormir. Mais il dit, t'inquiète pas, c'est moi qui fais les techniques. C'était pour de la self. Hein. Toi, tu filmes, tu mets sur le pied, tu filmes. C'est quand même moi qui ai le plus gros boulot, hein, prendre des coups et en donner toute la nuit. Bon, je parle de ça, c'est pas mieux, hein, c'est à 10 ans. Il me dit, mais il y a personne qui fait ça. Mais on s'en fout des autres. C'est moi qui dis qu'on va le faire. Fais pas comme les autres. Je lui dis, sinon, on s'en sortira pas. On a la salle, on l'aura pas en journée, il y a trop de monde. Bon, on commence à 22h. Et la troisième personne, que je vais pas nommer, qui était là, lui, c'était la com et la façon de tourner, c'était un peu le réalisateur. C'était lui qui le faisait. Au bout de 2 heures, il me dit, écoute, je suis rincé, je m'allonge par terre, il s'est endormi sur le tatami. Et nous, on a continué à tourner jusqu'à 5h du matin. Et à 5h du matin, Romain me dit, on va peut-être arrêter. Je dis, pourquoi t'as été fatigué? Il me dit, je commence à être fatigué. Mais il dit, t'es pas fatigué? Non, je lui dis, j'ai programmé mon cerveau pour qu'on finisse tout ce qu'on a à faire. Donc, s'il faut finir à 10h, on finit à 10h. La salle rouvre à 10h. Il me dit, t'es complètement dingue. Et du coup, il me dit, ce qui est top avec toi, c'est qu'en fait, t'es programmé, t'es une machine. Et c'est pour te dire, Romain, c'est mon ami. On est toujours ensemble parce que c'est une machine de guerre. L'autre, il a montré de la faiblesse. Et ça, c'est pas possible. Tu vois, je fais encore des championnats. Tu le sais, j'ai 62 ans. Je kiffe autant qu'à mes 14 ans. Et tu sais pourquoi je kiffe? Parce qu'il y a que des filles et des mecs qui se défoncent, qui sortent de leur zone de confort, qui se font du mal. Et le nombre de gens qu'on a invités qui sont pas venus parce qu'ils m'ont dit, ouais, mais on risque de perdre. Ouais, mais si on se blesse. Ouais, mais c'est quand même dur et tout. Mais je leur parle pas à ces gens-là. Je dis, comment tu veux arriver si jamais tu mets tous les éléments pour pas y arriver? Par contre, quand je vois des gens, tu vois, j'ai demandé au championnat du monde qu'ils fassent une catégorie pour les gens qui ont des handicaps. Donc, des gens qui sont en situation de handicap, c'est le mot qu'on doit utiliser. Et quand tu vois une dame qui a un handicap de dingue, qui met 50 kilos sur le dos, qui fait des pompes,
Je dis au mec, alors toi, t'es fatigué, t'as peur de perdre, t'as peur de te blesser, regarde ce qu'elle fait. Ça Là. calme. Quand tu vois un mec qui traverse la Manche sans bras, et tu dis que t'es fatigué, et tu vas faire mal à la tête parce que tu vas... Voilà. Et moi, si tu veux, le problème, c'est que je suis un peu trop élitiste, pas dans la vie, hein, mais dans mon boulot. Mm. Tu vois, je n'aime pas les gens qui n'y arrivent pas, mais qui recommencent, qui essayent, tu vois, qui échouent, ça me dérange pas. Mais les gens qui me disent je suis fatigué, ouais, je vais voir, moi c'est pas possible. Mm. Ils vont perdre mon temps C'est parce que rédhibitoire. ils n'y arriveront pas. Il y en a beaucoup. Mais je Il y en a partage, beaucoup. je partage ta, ta philosophie. Et le but, en tout cas, de ce podcast que tu connais maintenant, mes premières fois dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment d'aider au maximum les entrepreneurs, de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière un succès. Toi, aujourd'hui, on peut parler réellement de succès par rapport à ta notoriété, ta visibilité sur les réseaux. Je ne savais pas que c'est toi qui les gérais tout seul, donc tu viens de Et m'apprendre quelque chose et c'est- tu viens de me donner une bonne petite claque. Donc la prochaine fois que je serai fatigué à vouloir justement gérer mes réseaux sociaux, je repenserai à ce que tu as dit. Donc merci pour ça et pour le message assez fort. Allez, Tu nous as... je te Je t'en prie. j'ai pas honte de le dire parce que moi, alors, je suis transparent. Quand j'échoue, je le dis. Quand je suis mauvais, je le dis. Je suis souvent mauvais. Tu sais comment j'ai créé mon compte TikTok? Vas-y. C'est vérifiable. Hein. En fait, TikTok, je savais à peine que ça existait. Et il y a un gamin qui me dit, ah, monsieur Franck, ouais, faut te mettre à la mode, monsieur Franck, faut aller sur TikTok. J'ai dit, ouais, ouais. Je dis, TikTok, c'est quoi? C'est encore un truc de gamin. Ça me dit, ouais, ouais, mais c'est bien et tout. Bon, je participe à un déménagement. Avec mes gros bras, on me dit, tu vas nous aider. Bon. Puis à un moment donné, on avait terminé, on attendait une équipe. J'étais dans un camion. Je dis, tiens, bah, je vais créer TikTok. Mhm. Je fais TikTok. Je suis monté à 20 000, 30 000. Bon, j'étais déjà connu sur YouTube, c'est plus facile. Hein. Sur TikTok, j'ai dit, oh, je vais apprendre toutes les fonctionnalités. J'ai acheté un livre TikTok, genre pour les nuls. Excellent. J'ai commencé ça en un week-end. Et ça y est, j'ai tout testé. Et là, je suis à 945 000. Abonné, énorme. Énorme. Et j'ai utilisé ce qu'il y a dans le bouquin. Hein. Et voilà, tu vois. Et j'ai fait pareil pour Facebook, YouTube, j'ai fait que par empirisme. Mais si tu veux, je dis toujours à mes sportifs dans les arts martiaux, une ceinture noire, c'est une ceinture blanche qui n'a jamais arrêté. C'est beau. Et un entrepreneur qui réussit, c'est une personne qui est passée à l'action. C'est simplement ça. Le nombre de gars que je rencontre qui ont des idées mais incroyables, je dis mais c'est fantastique. Ah, tu crois que ça va marcher? Ouais, mais on m'a dit que ça marcherait pas, on m'a dit que ça allait être compliqué. Je lui dis mais qu'est-ce que tu fais? Si on t'aidait sur une île déserte, tu le ferais? Il me dit oui, fais-le. Ben les mecs ils passent pas à l'action. Et je suis sûr que ça marcherait son système. Et un entrepreneur c'est ça, c'est une personne, quelle qu'elle soit, jeune, moins jeune, qui passe à l'action. C'est simplement ça. Tu te plantes, tu fais un réajustage, tu finiras par réussir. Sincèrement, c'est pas du blabla. Hein. Moi, j'ai vu des gens monter des business, mais personne n'y croyait. Où j'habite, là, moi, je suis entre la Bretagne et la Normandie. Il y a un gars qui a monté un truc, il répare des vélos sur les marchés. Il n'a pas de magasin. Il répare des vélos sur les marchés. On lui a dit, mais ça ne marchera jamais. Les gens achètent des fruits et légumes, des machins. Incroyable. Tout le monde amène des vélos sur le marché. Ils viennent en vélo, les gens, pendant qu'ils font les courses, ils réparent. Et dès que tu le mec, un problème... il a répondu à un problème, une solution. Il a répondu à une souffrance, à un problème. Le mec est débordé. Alors, on lui avait dit, j'ai rencontré le mec, parce que moi, j'aime bien rencontrer ces gars-là. Il me dit, tout le monde a dit, ça marchera pas, te rends compte avec tous les marchands de vélo qu'il y a sur le marché, n'importe quoi. Alors voilà, c'est un ancien cycliste qui avait arrêté sa carrière. Il a pas de CAP, il a rien. Il avait de la valeur, il a répondu à une problématique, et comme tu dis, l'entrepreneur qui réussit, un coup sur deux, en tout cas, c'est parce qu'il est passé à l'action. Donc, c'est des messages... Compétence élevée, il est très bon, hein, il est coureur cycliste. Compétence, il kiffe, il y a un besoin à faire classer. Les trois cercles, à faire classer. Franck, des messages trop puissants que tu nous as partagés. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir, encore une fois, accepté l'invitation, de t'être prêté au jeu. Je t'ai parlé de ta générosité tout à l'heure et ça se ressent. Je pense qu'on a pris tous une bouffée d'air frais. Si demain, on avait une hésitation sur un quelconque projet, aujourd'hui, je pense qu'on n'en a plus. Et dès le lendemain, on va vraiment se lancer, acheter un livre, acheter un questionnaire, se renseigner sur le sujet, puis faire en sorte vraiment de se former, comme tu disais, de se faire accompagner, parce que tu montres aussi, de par tes anecdotes, mais aussi de par ton parcours, que voilà, il n'y a pas de... personne n'écrit à notre place l'histoire de notre vie, c'est nous qui pouvons prendre une feuille blanche et décider de l'écrire, donc c'est des messages assez inspirants que tu as voulu nous transmettre sur cette chaîne, mes premières fois dans l'entrepreneuriat, donc un grand merci encore une fois, immense pour ta participation et pour ta générosité, c'était un vrai plaisir de te recevoir. Ben merci.
Et moi, je vous dis à très vite pour recevoir notamment un invité encore plus important et prestigieux dans sa richesse d'esprit que Franck. Ça va être dur quand même de relever le niveau et d'aller plus haut, mais c'était encore une fois un plaisir de pouvoir échanger avec Franck sur cet épisode et je vous dis à très très vite. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur.